Ê, Ê, Của anh nè. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Bon, je suis vraiment désolé pour cette introduction de vidéo digne des plus grands TikTok de l'histoire de l'humanité, mais que voulez-vous? C'est apparemment le seul moyen pour que YouTube et son algorithme de fasciste mettent en avant du contenu qui ne se veut pas abrutissant. Et en passant, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo pour comprendre les dangers que peuvent engendrer les différents algorithmes au cœur des réseaux sociaux sur le débat démocratique. Je pense en toute modestie qu'elle vaut le coup d'œil. Et bien sûr, à vous abonner si vous appréciez le contenu de cette chaîne. C'est le meilleur moyen de la soutenir et de la faire gagner en visibilité. D'ailleurs, en parlant de fascisme et pour en revenir à la vidéo, ce deuxième épisode des Scientipoliticiens est consacré à une femme. Que dis-je, une immense femme qui n'a pas hésité à se dresser contre cette idéologie qui allait à l'encontre de ses convictions. Elle n'a cessé de défendre toute sa vie à travers ses combats politiques. Car bien que cette personne fait partie des plus grands scientifiques qu'ait connu notre monde, qui avec ses travaux mondialement reconnus et récompensés a contribué à l'avancée de l'humanité, elle a quand même toujours su qu'il était parfois nécessaire de s'extraire de sa bulle de scientifique pour participer aux batailles politiques, afin de défendre sa vision du monde propice au progrès de l'humanité. Malheureusement, malgré ses hauts faits politiques et scientifiques, cette grande femme a toujours souffert d'un manque de reconnaissance terrible. Conséquence du manque de visibilité des scientifiques dans notre pays? Peut-être. Du fait qu'elle fut une femme? Sûrement. De l'aura de ses parents qui sont tous les deux des légendes des sciences et qui sont eux entrés dans l'histoire avec un grand H pour leur accomplissement et leur dévotion hors du commun? Certainement. Il est donc enfin temps de mettre sur le devant de la scène cette personne, afin qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes de notre mémoire commune, comme c'est déjà le cas malheureusement pour plusieurs centaines de personnes. Et la femme dont je parle, c'est la grandissime Irène Joliot-Curie. Pour comprendre sa carrière de scientifique et les combats politiques qu'Irène Joliot-Curie a menés, il est important dans un premier temps de s'intéresser au début de sa vie. Chose que nous allons faire dès à présent. Alors est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Madame Joliot-Curie naît le 12 décembre 1897 à Paris. De l'union, je vous le donne en mille, du couple Pierre et Marie Curie, dont je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qui ils sont. Elle n'aura qu'une seule sœur, Denise Ève, qui elle s'orientera plutôt vers les lettres. Pierre Curie mourant en 1906 d'un accident de la circulation alors qu'Irène n'a que 9 ans, c'est Marie Curie qui s'occupe dès lors de l'éducation de ses filles, au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'il faut savoir que Marie Curie détestait le système éducatif français, qu'elle jugeait inefficace à cause de programmes incohérents et d'emplois du temps beaucoup trop surchargés. L'éducation nationale s'en prenait déjà plein la gueule à l'époque, la pauvre. De fait, Marie Curie décida de ne pas s'emmerder et créa sa propre école, avec l'aide de ses collaborateurs pour ne pas gâcher le potentiel de leurs enfants respectifs. Et quand je parle de collaborateurs, c'est bien les collaborateurs de la grandissime Marie Curie. C'est-à-dire qu'on retrouve par exemple Jean Perrin dans le rôle du professeur de chimie, Paul Langevin dans le rôle du professeur de mathématiques, et Marie Curie elle-même en tant que professeur de physique évidemment. Les Avengers de la science, les meilleurs des meilleurs dans leurs disciplines respectives, qui donnent des cours à des élèves allant du primaire au collège. Et ça, c'est de la reproduction de l'élite dans tous les sens du terme. Clin d'œil à mes amis bourdieusiens. En plus de ces professeurs invraisemblables à ce stade d'instruction, le cadre est aussi exceptionnel, puisque les cours sont dispensés dans les établissements où enseignent habituellement ces grands scientifiques. À peine collégienne, Irène fréquente donc déjà la Sorbonne. C'est tout bonnement incroyable. Il est évident que cet environnement ultra favorable au développement intellectuel d'un enfant, du fait de sa qualité d'enseignement plus que supérieure, mêlée à une grande importance donnée au temps libre et au développement personnel de l'enfant voulu par Marie Curie, contrairement à une instruction publique d'antan extrêmement stricte, voire militaire, qui ne s'occupait jamais de ces problématiques, a permis à Irène de devenir l'immense femme de science que l'on connaît aujourd'hui. Et comme vous l'aurez deviné grâce à une telle éducation, Irène obtient son baccalauréat à l'âge de 16 ans, qui était assez phénoménal quand on sait que seulement 400 filles ont été diplômées cette année, sur les 8000 candidats reçus. Bac en poche, c'est tout naturellement qu'Irène se dirigea vers l'université afin de marcher sur les pas de sa mère. Sauf qu'un événement d'une ampleur sans précédent va venir contrecarrer ses plans, mais qui va permettre à Irène de forger sa facette de grandissime scientifique. Si vous avez suivi la vidéo et que vous savez à peu près compter, vous vous êtes peut-être rendu compte que l'année d'obtention du baccalauréat d'Irène est 1914. Alors pas de peau, l'événement en question est bel et bien la Première Guerre mondiale. Marie Curie, pour qui la science devait toujours se mettre au service de l'humanité, décida de se rendre immédiatement au front afin de former des médecins à la radiographie et in fine créer des brigades de radiographie qui permettraient de mieux soigner les soldats blessés par de nouvelles armes de plus en plus mortelles. Et bien sûr, Irène accompagna sa mère dans cette aventure non sans danger. C'est donc à peine 17 ans qu'Irène se retrouve au front d'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Une fois formée par sa mère, Irène s'occupa de former elle-même à son tour les médecins à la radiographie en formant notamment des équipes de 3 personnes dans une voiture rafistolée pour accueillir les appareils nécessaires à cette nouvelle pratique, qu'on appellera plus tard les petites curies. Après cette épopée plus que concluante, Irène fait le tour des hôpitaux afin de former de plus en plus de médecins à la radiographie, chose qui permettra en outre de faire un grand pas vers la médecine moderne.
Et comme si cela ne suffisait pas, toujours en pleine guerre, Irène se lance aussi dans des études universitaires afin d'obtenir sa licence de physique et de mathématiques. Licence qu'elle décrochera bien évidemment en 1920, année pendant laquelle elle deviendra également l'assistante de sa mère au laboratoire Curie de l'Institut du Radium. Licence en poche, Irène commence tout de suite à travailler sur sa thèse concernant les rayons alpha du polonium au laboratoire Curie, élément découvert par sa mère en passant. Et qui dirige sa thèse? C'est nul autre que Paul Langevin, son ancien professeur de son école un peu spéciale. Elle soutient sa thèse en 1925 avec brio. Entre-temps, elle va rencontrer sans doute la personne la plus importante de sa vie. Un jeune crack sorti major de sa promo de l'école d'ingénieurs ESPCI, s'il vous plaît, qui arrive en 1924 au labo dans lequel Irène charbonne depuis près de 4 ans en tant que préparateur. J'ai nommé le BG Frédéric Joliot. Et là, le coup de foudre, littéralement, puisqu'il se marie à peine 2 ans plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le couple Joliot-Curie, en plus d'être un couple fusionnel d'un point de vue sentimental, forme aussi un duo de choc d'un point de vue scientifique. L'alliance de la chercheuse de génie et de l'ingénieur, la belle et la bête du monde scientifique en quelque sorte. Ces deux profils ultra complémentaires, mêlés évidemment à leur génie respectif, va leur permettre de connaître un essor phénoménal. Déjà en faisant avancer la recherche, mais aussi en trouvant d'innombrables applications pratiques à leur découverte. On peut citer par exemple la curithérapie qui permet de combattre les tumeurs. Mais ce qui a fait la gloire de ce couple de génies est bien sûr leurs travaux sur la radioactivité. Telle fille, telle mère. Le premier pas vers leur découverte majeure que sera la radioactivité artificielle est les résultats qu'ils obtiennent après avoir bombardé des atomes de beryllium avec des rayons alpha. Cette expérience démontre que les atomes de Be produisent en réaction à ce premier rayonnement un nouveau rayonnement, ce qui a été stupéfiant. Mais là, problème, le couple Joliot-Curie se trompe dans leur analyse des résultats. Eux qui pensaient que ce rayonnement induit n'était autre que des rayons gamma, se sont vus se faire corriger quelques mois plus tard par un autre chercheur, Shawick, qui démontre que ce rayonnement induit était en réalité des neutrons arrachés des noyaux des atomes de beryllium, ce qui est encore plus fou. Loin d'être abattus par cette erreur, les Joliot-Curie continuent leurs travaux en ionisant de l'aluminium avec du polonium. Et là, stupeur. L'aluminium, qui est pourtant stable, émet maintenant un rayonnement. Il était devenu radioactif. En d'autres termes, ils venaient de découvrir la radioactivité artificielle. Et cette découverte est capitale, parce qu'il faut bien comprendre que celle-ci a eu l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Bien qu'avec les travaux de Becquerel et du couple Curie, les scientifiques de l'époque connaissaient déjà la radioactivité, ils pensaient que seuls quelques éléments instables pouvaient être radioactifs, chose complètement remise en cause avec cette découverte. Un élément stable pouvait maintenant devenir radioactif. À partir de cette découverte, c'est l'effervescence pour le couple de génie continue sur sa lancée et crée tranquillement sans pression les deux premiers éléments artificiels, le phosphore 30 et l'azote 13. On parle quand même à ce stade de jouer avec la matière telle des dieux. Irène, elle, est alors directement invitée au congrès de Solvay pour présenter ses travaux, tout comme sa mère. Vous savez, c'est ce congrès qui réunissait les dieux vivants de la physique et de la chimie. Irène, elle avait toute sa place parmi eux. Et ça, c'est la grande classe. Et je pense que vous vous en doutez, mais après une telle découverte, le couple Joliot-Curie n'ont pas attendu bien longtemps avant d'être conviés à Stockholm, puisqu'en 1935, le couple reçoit le prix Nobel de chimie pour leur découverte majeure. Et ça, c'est encore plus la classe. Gloire de son pays, gloire de la science, gloire de l'humanité, et surtout gloire de sa mère. Même si malheureusement, Marie Curie décéda 1 an avant la remise du Nobel à sa fille. Mais ce qui est sûr, c'est que Marie Curie n'a pas attendu ce prix pour être en admiration devant ce qu'avait accompli sa fille. Car bien que ce Nobel soit la consécration des travaux acharnés d'Irène, celle-ci était déjà devenue une immense scientifique qui a rendu service à l'humanité. Car comme je vous l'ai dit, telle fille, telle mère. Mais ces travaux ne s'arrêtent pas là évidemment. Juste après avoir reçu le Nobel de chimie, Irène travailla sur l'uranium et le thorium, afin de comprendre ce qu'il se passe lorsque l'on casse ce genre d'éléments. Vous l'aurez peut-être compris, mais Irène était à 2 doigts de faire péter la France en découvrant la fission nucléaire. Mais plusieurs événements malencontreux vont venir perturber ce parcours idyllique, poussant notamment Irène à faire une chose complètement à l'opposé de son profil scientifique, entrer en politique. Il faut comprendre qu'Irène Joliot-Curie a toujours été une personne très politisée, ou du moins engagée, orientée à gauche, proche du PCF tout comme Frédéric Joliot-Curie qui lui en était un partisan. Irène a notamment mené des combats contre la montée du fascisme, de la guerre et des armes de destruction massive. Elle a aussi été une des grandes figures de la lutte féministe de l'époque, pour laquelle elle a toujours combattu. Mais ce qui a réellement poussé Irène à s'engager pleinement en politique sont d'une part les manifestations des ligues d'extrême droite de février 1934 et d'autre part les pogroms organisés en Allemagne nazie qui ont touché certains de ses confrères scientifiques. Par peur de l'arrivée du fascisme en France, Irène décide donc de rallier dans un premier temps la SFIO, puis le comité de vigilance contre le fascisme, fondé par qui ? Par Paul Langevin, son mentor. Après une intervention remarquée lors du Congrès mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, la victoire du Front populaire en 1936 permet à l'Alliance des gauches d'arriver au pouvoir. Léon Blum, alors président du Conseil, permet aux 3 premières femmes de l'histoire de la République française de rentrer dans un gouvernement en tant que sous-secrétaire.
Paradoxal quand on sait que les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote à ce moment-là. Irène Joliot-Curie en fait partie et devient dès lors sous-secrétaire de la recherche scientifique. Alors je sais que cela peut vous sembler fou, mais à l'époque, on nommait des personnes compétentes dans leur domaine au gouvernement. Je sais que c'est assez incroyable pour le croire aujourd'hui. Néanmoins, Irène s'était mise d'accord pour ne conserver ce poste que 3 mois, pour ensuite le laisser au grand Jean Perrin. Cette décision a potentiellement 2 raisons. D'abord, Irène ne voyait seulement cette nomination que comme un acte symbolique, afin de démontrer l'égalité homme-femme. La deuxième, c'est qu'Irène était malade, dû à ses travaux de recherche, tout comme sa mère le fut avant elle, et savait que ses jours étaient comptés. Rester à ce poste la priverait d'années cruciales qu'elle devait utiliser pour continuer ses recherches. Mais bien que son mandat n'ait duré que 3 mois, Irène a tout de même initié de grandes réformes pour la recherche. Augmentation des salaires et des bourses de chercheurs, alignement du statut des normaliens de Sèvres sur celui des normaliens d'Ulm, accroissement du budget de la recherche et initiation de la création du CNRS. Oui, ce n'était pas un emploi fictif. On peut même dire que ces réformes, si elles étaient prises aujourd'hui, feraient un grand bien à la recherche française. Mais ça, c'est une autre histoire. On peut aussi ajouter pour ses grands faits politiques qu'elle s'est opposée aux accords de Munich. Elle avait donc le nez plus creux que certains grands politiques. Durant la guerre et l'occupation, Irène est forcée de s'exiler, car ses connaissances, notamment en fission nucléaire, auraient très bien pu faire tourner l'issue de la guerre à elle seule. D'abord dans un sanatorium en Dordogne pour soulager sa maladie, puis en Suisse. Une fois la guerre terminée et la France reprise, le gigachad de Gaulle fait appel à Frédéric Joliot-Curie pour créer le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, afin de développer le potentiel du nucléaire à des fins énergétiques dans un premier temps, puis d'armement. Je vous invite en passant à aller voir ma vidéo sur le CEA. C'est drôle et vous pourrez mieux comprendre les différentes étapes de sa création. Irène fait naturellement partie des commissaires et participe à la création de Zoé, la première pile atomique française. Néanmoins, du fait de la proximité du couple Joliot-Curie avec le PCF et donc de l'URSS, ainsi que leur refus de travailler sur la bombe atomique française qui allait à l'encontre de leur idée du service que devait rendre la science à l'humanité, De Gaulle les remercie tous les deux, afin d'éviter notamment de potentiels espionnages. Le pacifisme d'Irène la poussa à militer, notamment aux USA, contre l'usage de l'énergie nucléaire comme arme de guerre, ce qui lui vaudra le prix international de la paix en 1950. Elle signera également l'appel de Stockholm pour demander le désarmement du parc nucléaire. Un sacré parcours politique en soi. Irène Joliot-Curie fait partie de ces femmes d'exception, qui ont mis toute leur énergie au service de leurs idéaux et de leur vocation. Donner sa vie à la science, c'est littéralement ce qu'Irène a fait, afin de faire progresser l'humanité, mourant ainsi à l'âge de 58 ans d'une leucémie, causée par ses travaux de recherche sur la radioactivité. Telle fille, telle mère. Grande militante féministe, antifasciste et pacifiste, Irène a su laisser provisoirement de côté sa blouse de chercheuse pour entrer dans le combat politique quand ceci était nécessaire, mais sans jamais renier ses convictions et l'idée qu'elle s'était faite de la science. Toujours être le cheval de bataille du progrès de l'humanité et ne jamais aller contre ce sens. Comme certains ont refusé de saluer l'ampleur de votre héritage en vous refusant l'entrée à l'Académie des sciences, tout comme votre mère, il me semble nécessaire de terminer cette vidéo en vous rendant hommage. Pour tout ce que vous avez fait et apporté, merci madame.